Carlos Lévy, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, académicien, l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, spécialiste de la philosophie hellénistique et romaine. Vos auteurs de prédilection sont Philon d'Alexandrie, que je ne connaissais pas, mais peut-être reviendrez-vous en parler à ce micro. Et donc, bien sûr, ça tombe bien, de Cicéron. Alors, comment avez-vous découvert Cicéron, Carlos Lévy ? Je l'ai découvert à travers les versions latines que j'ai faites à partir de la classe de 5e, 4e, où il revenait avec une fréquence qui était déjà un peu surprenante parce que ces textes paraissaient à la fois clairs et ennuyeux. Il passait pour un auteur facile à traduire par opposition à Tacite, par exemple. C'est une plaisanterie, c'est une langue très difficile. Et je traduisais une traduction calque en quelque sorte, c'est-à-dire virtus, la vertu, concilium, le conseil, etc. C'est-à-dire, je traduisais, mais je ne comprenais pas. Je crois qu'il a fallu attendre quelques décennies pour que je commence à comprendre. Et sans fausse coquetterie, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris. C'est un petit peu le paradoxe de Cicéron, vous l'avez dit, Carlos Lévy, c'est que c'est à la fois un nom qu'on connaît. Je pense que tout le monde, sans savoir véritablement qui il est, a déjà entendu le nom de Cicéron. Et en même temps, c'est vrai que c'est un auteur qui semble un petit peu parfois ennuyeux quand on lit, ou disons une référence un petit peu banale. Oui, il y a des périodes cicéroniennes et des périodes anti-cicéronienne. Alors là, on est à quelle époque, par exemple, en ce moment ? Là, on redécouvre Cicéron. Il est même au programme de l'agrégation cette année de philosophie, de lettres classiques et de philosophie, chose absolument impensable, disons, il y a 20 ans. Comme période très fortement cicéronienne, nous avons la Renaissance, nous avons l'âge des Lumières, et notre période qui voit renaître une image positive de Cicéron. Pourquoi ? Alors on peut donner toutes sortes d'interprétations. Il est possible que Cicéron soit un penseur pour les temps de crise, en tout cas pour les temps de grands changements. Alors ça, c'est vrai que c'est une autre chose à évoquer, Carlos Lévy, avant qu'on écoute un premier texte de Stefan Zweig pour présenter Cicéron. Étonnamment, Stefan Zweig a parlé de Cicéron, mais avant ça, quand même, c'est vrai qu'il y a des parallèles troublants entre l'époque de Cicéron et la nôtre, Carlos Lévy. Déjà, l'époque de Cicéron, c'était une période de crise, c'est l'effondrement de la République, et on parle beaucoup aujourd'hui de crise. Il y avait des tensions entre le Sénat et le peuple. Nous, il y a une ambiance politique extrêmement tendue également. Il y a une importance de la parole et du débat. C'était la même chose à l'époque de Cicéron. Et enfin, l'époque était au complot et à la conspiration. On parlait de conspiration à ce moment-là. Oui. Alors, la position de Cicéron par rapport à la temporalité est triple. Nostalgie du passé, d'un passé idéalisé, fondé sur la tradition. Conscience de la crise, peur de l'effondrement. Et troisième dimension, une fois que tout s'est effondré, que faire ? Lorsque la tradition, le fameux mos maiorum, n'est plus là pour réguler les conduites, à qui s'adresser ? C'est quoi le mos maiorum ? Alors, le mos maiorum, c'est la tradition des anciens. C'est un concept un peu difficile parce que le mos maiorum est sacralisé et en même temps, le mos maiorum avait fait preuve d'une grande flexibilité, ce qui permettait de penser qu'il allait durer. Et je crois que Cicéron, pendant une période de sa vie, a pensé que le mos tiendrait bon, mais évidemment, il n'avait pas compté sur César, sur la présence de César. Donc, même période de tension et d'effondrement. D'effondrement et la question étant par quoi remplacer le vide ? Alors la réponse cicéronienne est triple. Là encore, il y a la réflexion politique, la philosophie politique, autrement dit le De Republica, le traité des lois. Ensuite, il y a la tentation de
remplacer la tradition par la raison universelle. C'est l'attraction qu'exerce sur lui, sans jamais le convaincre entièrement, le stoïcisme. Et puis, toujours, et peut-être surtout vers la fin, Platon. Platon qui va au-delà de la raison, en tout cas de la raison immanente des stoïciens. Quel grand nombre d'événements contradictoires Cicéron a-t-il connus dans le cadre étroit de son temps. S'avançant et s'imposant par sa ténacité, ses facultés d'adaptation et la supériorité de son esprit, cet homme nouveau a conquis l'un après l'autre tous les postes et tous les honneurs publics, qui d'habitude étaient refusés à un petit homme de province et jalousement réservés au seul petit clan de la noblesse traditionnelle. Il a été au plus haut, puis au plus bas de la faveur populaire. Après sa victoire contre Catilina, il a été mené en triomphe jusqu'en haut des marches du Capitole, couronné par le peuple, honoré par le Sénat, du prestigieux titre de père de la patrie. Mais il a aussi dû fuir en exil du jour au lendemain, condamné par ce même Sénat et abandonné par ce même peuple. Il n'existe pas une seule fonction qu'il n'ait exercée, ni un seul rang qu'il n'ait conquis par son infatigable ardeur. Il a mené des procès sur le forum, soldat, il a commandé des légions sur le champ de bataille, consul, il a administré la République et proconsul des provinces. Il a brassé des millions de sesterces et il les a laissés fondre en dettes entre ses mains. Il a possédé la plus belle maison du Palatin et il l'a vue en ruine, brûlée et dévastée par ses ennemis. Il a écrit des traités mémorables et tenu des discours classiques. Il a eu des enfants et il en a perdu. Il a été courageux et faible, obstiné puis obséquieux derechef, fort admiré et fort haï. C'était un caractère versatile, à la fois fragile et brillant. En somme, la personnalité à la fois la plus attirante et la plus irritante de son époque, car indissociablement lié à tous les événements de cette période d'une quarantaine d'années, extrêmement mouvementée, qui s'étend de Marius à César. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Stefan Zweig a donc écrit un court texte en 1940 sur Cicéron. On vient d'en entendre un extrait interprété par le comédien François Gabet. Quelle vie a eu Cicéron? Finalement, c'est presque un personnage digne d'un biopic américain. Vous voyez, Carlos Lévy, c'est-à-dire qu'il y a de l'ascension, il y a de la chute, il y a de la trahison, des deuils. Est-ce que cette vie qu'a connue Cicéron, finalement, est aussi palpitante qu'elle soit, a un intérêt pour comprendre la manière dont il a pensé une éthique? Oui. C'est une vie à plusieurs aspects. C'est une vie qui commence par une vocation rentrée. C'est-à-dire contenu, inavouable? Une vocation peut-être pas inavouable, mais inacceptable dans le contexte romain. En 88, Philon de Larissa, dernier successeur de Platon à la tête de l'Académie, arrive à Rome. Et on ne se rend pas compte le bouleversement intellectuel, spirituel que cela représentait. Le successeur de Platon siège désormais à Rome. Alors, si je voulais être un peu impertinent, je dirais que le pape en Avignon, c'était bien moins que cela. Mais bon, donc Cicéron est parmi ses premiers élèves et il en est réellement ébloui. De toute évidence, il aurait souhaité être philosophe, mais c'est un homo novus, c'est quelqu'un qui a une carrière politique à faire et cette vocation sera une vocation rentrée, réprimée, mais toujours présente. Et dans le même temps, Cicéron découvre, grâce à Philon de Larissa,
quelque chose qui était relativement nouveau, à savoir que la philosophie, et même la philosophie platonicienne d'une part, et d'autre part l'art de la parole, n'était pas inconciliable. Et donc il y a chez Cicéron à la fois toujours la conviction que la dynamique de la parole est une force extraordinaire, en même temps la réflexion sur les limitations de la raison, le doute et la pensée de la nouvelle académie, c'est-à-dire cet aspect de la pensée platonicienne, disons sceptique pour simplifier les choses. En tout cas, ce qu'on peut dire, Carlos Lévy, c'est que le grand apport en fait de Cicéron, et on va en parler toute cette semaine, c'est quand même d'avoir produit une philosophie presque en acte de manière performative à travers tout un travail sur la langue, c'est-à-dire en parvenant à gravir les échelons par ses discours, par ses plaidoiries en tant qu'avocat, puis par ses réflexions aussi philosophiques qu'on trouve dans ses discours. On voit bien en fait qu'il va proposer un autre portrait du philosophe qui n'est pas dans sa tour d'ivoire, mais qui au contraire en fait à écrire seul, mais qui au contraire va produire une pensée par le fait même de l'écrire, de la dire, de voir ce que ça produit sur ceux qui l'écoutent. Oui, pour lui, il est certain qu'il n'y a pas de contradiction entre la beauté de la parole, et je fais allusion à un livre du regretté Alain Michel, et d'autre part la profondeur de la réflexion. Le langage, il l'a scruté sous tous les angles. Il a traduit Platon, il a commenté des textes, il a écrit. Et dans le même temps, il s'est révolté contre ce qu'il considérait comme des outrages à la langue. Ce qu'il reproche surtout aux stoïciens, c'est d'avoir créé un vocabulaire technique différent du langage du forum. Les stoïciens ont été créateur d'un grand nombre de néologismes, et Cicéron a trouvé que cette démarche n'était pas acceptable, et dans le même temps, le paradoxe, c'est que quand il traduit des textes stoïciens, eh bien, lui-même est obligé de créer des néologismes en latin, je veux dire des mots aussi simples que compréhension ou assentiment, et tant d'autres, n'existeraient pas sans Cicéron. C'est lui qui les a forgés. Donc c'est véritablement un inventeur, un constructeur. C'est un inventeur, un constructeur, mais toujours avec une attitude critique par rapport à son activité et par rapport à sa pensée. C'est-à-dire cryptique, c'est-à-dire qu'il ne revendiquait pas, en fait, qu'il dissociait quand même son travail d'avocat, de consul, de politique, on va dire, de la production d'une pensée, de concept. Alors, le travail d'avocat était pour Cicéron d'une certaine manière exemplaire, paradigmatique. L'avocat défend des causes, mais il n'adhère pas, évidemment, ou pas toujours, aux actions, aux sentiments de son client. Cicéron va être le philosophe, pour employer le terme grec, de l'époquet, c'est-à-dire de la suspension du jugement, et donc de la distance critique permanente entre les actes, les paroles, les pensées et l'individualité. Comportons-nous en adultes et laissons parler le consul. Merci, Cicéron. Je pense Toutefois, me permettras-tu de dire un mot avant de continuer? Lorsqu'on se retrouve face à un loup affamé, il est loin d'être sage d'exciter la bête, ainsi que le suggère Caton. Mais il n'est pas plus sage de se mettre en tête, de se faire un ami de cet animal féroce et de lui tendre la main, comme le fait Pompée. Tu voudrais nous faire grimper à un arbre, peut-être? César est mon frère de sang. Je connais son cœur, car c'est mon ami. Et c'est un fidèle serviteur de la République. Tant qu'on ne me prouvera pas le contraire, je me refuserai à le trahir.
C'est un extrait de la série Rome, c'est la saison 1, le premier épisode. C'est dire l'importance de Cicéron, puisqu'il apparaît dès le premier épisode, donc dans cette série créée par John Milius, William J. McDonnell et Bruno Heller, ça date de 2005, et on entend un Cicéron modéré. On entend un Cicéron qui d'un côté déteste César, mais de l'autre ne veut pas complètement le punir. Est-ce que c'est ça, en fait, cette modération que vous évoquiez, Carlos Lévy, quand il disait qu'il fallait qu'il y ait une distance aussi entre un assentiment qu'on donne à une cause et le fait qu'on la défende? Oui, alors, plusieurs choses. D'abord, la relation entre Cicéron et César a été extrêmement complexe, faite d'admiration. Chacun des deux a compris la valeur et, pour tout dire, le génie de l'autre, et en même temps, le constat d'un désaccord de fond, puisque César voulait reconstruire une république qui n'avait plus rien à voir, au moins dans ses fondements, avec celle dont Cicéron pouvait continuer à rêver. Et dans ce que vous avez lu, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est l'irruption du loup, c'est-à-dire de la nature. Et c'est quelque chose de fondamental chez Cicéron. La nature est toujours présente chez lui, à la fois comme norme et comme répulsion. C'est-à-dire, il admire l'ordre de la nature, mais en même temps, il se refuse à en faire un absolu. Et tout prend naissance dans la nature, mais tout ne doit pas nécessairement finir dans la nature. Et c'est là sa grande différence par rapport au stoïcisme. Dans le stoïcisme, la nature est raison, cosmos, organisation rationnelle. Cicéron veut bien admettre que l'on prenne la nature comme point de départ de la réflexion, mais en même temps, il ne rejette pas l'hypothèse d'aller au-delà de cette nature, et de là sa fascination évidemment pour le Timée. Dans le Timée, la nature n'est pas l'absolu. Le monde a été fait à partir d'idées qui sont, elles, absolument transcendantes. En même temps, la question que soulève Cicéron, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est la question qu'il n'a cessé de se poser à travers ses discours et évidemment tous ses textes, hein. Il a écrit quand même de nombreux textes, Cicéron. Est-ce que c'est la question de comment agir moralement dans un monde qui s'effondre? S'il n'y a pas de morale, de nature transcendante, s'il est question de modération, si la vérité n'est pas absolue, puisqu'on n'a pas à donner forcément son assentiment complètement à la cause qu'on défend, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va agir moralement? Si tout s'effondre, même ce en quoi on pourrait croire. Alors, vous savez, il y a une caricature de Cicéron qui circule encore, oui, qui le représente comme un individu d'une vanité absolument irrépressible, toujours très content de lui-même et adhérant toujours à son ego. Bon, en réalité, c'est une caricature, tout cela est faux. Cicéron est l'homme de l'interrogation permanente et évidemment, cette interrogation a pu, pendant quelque temps, s'adosser à la structure forte de la res publica. Mais quand il n'y a plus, comme vous le disiez, quand il n'y a plus de res publica, quand la nature est l'objet d'une interrogation, quand la transcendance apparaît parfois lointaine, que faire ? Et de là, effectivement, la nécessité de construire une éthique, une pensée du devoir, qui est d'abord une pensée politique dans le De Republica et dans le De Legibus, et qui... Donc c'est des lois et de la République. Des lois et de la République, et qui, après la destruction de la République, après la fin de la République, va s'orienter dans une direction
je dirais, de philosophie plus fondamentale à travers l'interrogation sur l'épicurisme, le stoïcisme et la transcendance platonicienne. Est-ce qu'il trouve une réponse justement dans ces trois modèles, puisque vous l'avez dit, Carlos Lévy, tout à l'heure, le stoïcisme, finalement, il trouve qu'ils ont mis en place des termes un petit peu trop compliqués. Il y a quand même un texte dans l'orateur où Cicéron nous dit quant aux stoïciens, je n'ai garde de les condamner, mais je les congédie, car leur manière même de s'exprimer est maigre, étrange, en désaccord avec le goût populaire, obscur, vide, tel qu'il est absolument impossible de l'employer devant le peuple, car sur les biens et les maux, les stoïciens n'ont pas la même opinion que les autres citoyens. Et l'épicurisme, c'est pas mieux. Des épicuriens, voici ce qu'il dit. Congédions ces épicuriens, sans leur adresser cependant nulle offense. Ce sont de braves gens après tout, et des gens heureux, puisqu'ils croient l'être. Donc, va-t-il inventer une nouvelle philosophie à même de concurrencer ces éthiques qu'il trouve insuffisantes? Cicéron n'oublie jamais le peuple. Vous avez prononcé ce mot, et pour lui, il y a une condition sine qua non qui est que la philosophie soit au moins partiellement accessible au peuple. Il y a une souveraineté du peuple qui ne peut pas être éliminée du monde de la philosophie. Le peuple doit toujours être là et quelque part, c'est d'abord à lui qu'on s'adresse. Donc est-ce qu'on peut parler plus d'éthique politique ou d'éthique sociale ? Les deux ne sont pas incompatibles pour Cicéron. Évidemment, avec la chute de la res publica se pose la question de savoir que devient le peuple. Et Cicéron a bien peur que la dictature de César, soutenue par les populares, terme intraduisible, disons les populistes pour rester actuel, eh bien, que cette dictature de César va en réalité éliminer la souveraineté du populus romanus. Donc la morale ou l'éthique, j'emploie les deux termes indifféremment chez Cicéron, c'est véritablement en fait une morale qui va s'appuyer sur la relation à l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose de déterminant. Absolument. C'est pas juste agir moralement pour soi comme un stoïcien qui serait coupé du monde et qui dirait qu'est-ce qui fait que je vis bien, je maîtrise mes passions. C'est vraiment qu'est-ce qui fait que je vais vivre bien avec l'autre chez Cicéron. Alors, les stoïciens ne sont pas coupés du monde. Là aussi, c'est vrai, il y a Marc Aurèle. Voilà. Mais même avant, les stoïciens ont un grand sens de la sociabilité, mais c'est pas le même que celui que Cicéron insère dans sa pensée. Donc, c'est vrai, il y a une pensée de l'autre comme individu, de l'autre comme catégorie philosophique et de l'autre comme catégorie politique, le fameux populus. Il arrive souvent des circonstances où ce qui paraît spécialement digne de l'homme juste et de celui que nous appelons un homme de bien se modifie et s'inverse. Par exemple, rendre un dépôt, tenir une promesse. Et tout ce qui concerne la vérité et la loyauté, il devient parfois juste de le transgresser et de ne pas le respecter. Il convient en effet de se reporter au fondement de la justice que j'ai posée. D'abord, ne nuire à personne, puis servir l'intérêt commun. Lorsque ces choses changent du fait de la circonstance, le devoir se modifie et ne demeure pas toujours identique. Il peut arriver en effet que la réalisation d'une promesse ou d'un accord soit nuisible à son bénéficiaire ou à son auteur. Supposons par exemple que l'on ait convenu avec quelqu'un de se rendre sur les lieux d'une affaire pour l'assister en justice et que sur ces entrefaites, notre fils soit tombé gravement malade. On n'agirait pas à l'encontre du devoir en ne tenant pas parole. Et ce serait plutôt celui à qui l'on aurait promis son assistance qui manquerait à son devoir s'il se plaignait d'avoir été délaissé. D'autre part, qui ne le voit? Il n'y a pas lieu de s'en tenir aux promesses faites par un homme pressé par la crainte ou abusé par une tromperie. On doit à Cicéron ce texte Les Devoirs, donc on vient d'en entendre un extrait interprété par Bernard Gabet et non pas
par François Gabet. Donc merci Bernard Gabet d'avoir lu cet extrait des Devoirs de Cicéron. Et on entend bien en fait la morale qui commence à se dessiner chez Cicéron, à savoir effectivement les exemples qu'il prend sont toujours des exemples en rapport avec les autres. Donc là, il parle d'un ami, d'une personne avec qui on a passé un accord, mais mais cet accord, on doit revenir dessus parce que notre enfant est malade. Et on voit bien que la morale qu'il dessine est une morale vraiment de circonstance. Comment on pourrait dire réaliste, Carlos Lévy ? Alors, une morale de circonstance, mais les circonstances varient tout le temps. Alors, que fait-on ? Il faut construire sa morale. Et les stoïciens avaient trouvé une solution à travers un concept complexe qui est celui de l'oikeiosis, qui signifie en gros l'adaptation au monde, l'adaptation à la nature, et qui était fondé sur l'idée principielle qu'au départ, l'homme est un être vivant qui obéit aux mêmes normes que celles de l'animalité, c'est-à-dire rechercher ce qui fait du bien et fuir ce qui fait du mal. Et puis, dans le stoïcisme, il y a un changement qui s'effectue. L'homme est le seul, je simplifie sans doute un peu, qui va passer du monde de la vie au monde de la raison, une raison qui, chez l'immense majorité des êtres humains, est partielle, fragmentaire, erronée, etc. Mais c'est quand même un monde de raison. La définition stoïcienne du monde, c'est la demeure commune des hommes et des dieux. Et chez Cicéron, il y a l'idée que ce statut de l'être humain, né dans l'animalité, évoluant dans le monde de la raison et aboutissant dans le stoïcisme au sage qui est l'équivalent d'un dieu, et peut-être même plus qu'un dieu, puisque Sénèque dit que les dieux, ils sont sages par nature, ils sont parfaits par nature, mais le sage stoïcien est celui qui a conquis sa perfection. Et là, on va retrouver un concept très cher à Cicéron qui est celui de la volonté, un concept dont il est l'un des principaux artisans, peut-être même, mais je suis sans doute partial, le principal artisan. Alors, qu'entend-il par volonté, Cicéron ? Alors, vous savez, il y a un problème linguistique qui est que, en grec, nous avons un très grand nombre de termes pour exprimer la volonté. Ceux des auditeurs qui ont fait du grec les retrouveront aisément. Le latin passait et passe toujours pour une langue pauvre, et cette pauvreté a quand même un mérite. Elle est plus claire. En apparence, disons. Mais figurez-vous que cette unicité du concept de volonté va permettre de créer un concept qui n'a pas d'équivalent exact dans la langue grecque et qui va s'imposer dans les langues latines, repris par Sénèque, repris par Saint-Augustin, et qui va devenir jusqu'à nos jours un concept fondamental. Donc par exemple, quand moi je dis « je veux manger une glace », le vouloir en jeu désigne cette volonté, donc ce concept de volonté forgé par Cicéron. Alors, je vous laisse la responsabilité de l'association avec la glace, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut d'une certaine manière distinguer le verbe je veux, parce que je pourrais tout aussi bien dire je désire manger une glace. Et le concept qui, lui, est forgé dans un mot, voluntas, volonté. Donc, ce que Cicéron a fait, c'est rassembler une multiplicité de nuances grecques dans un certain terme
Et il a laissé ce concept de volonté comme un chantier ouvert pour d'autres penseurs qui viendraient après lui et qui vont l'affiner, le préciser, le rendre plus rigoureux. J'ai cité Sénèque, j'ai cité Saint-Augustin, etc. Dans l'idée de volonté, vous l'avez dit, Carlos Lévy, il faut bien distinguer la volonté du désir, le fait de vouloir, du fait de désirer ou d'aimer, par exemple. Et donc, en plus, il faut distinguer le verbe du substantif, comme vous l'avez dit. On voit bien que dans le terme de volonté, il y a quand même cette idée que la morale doit s'enraciner, non pas dans une transcendance, dans un absolu, mais véritablement dans l'homme lui-même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'immanence, ce qui pose quand même ce problème. Qu'est-ce qui va me garantir que la morale que je vais produire à partir de moi, que la volonté que je vais suivre est une volonté universalisable, bienveillante, altruiste et non pas en fait une volonté égoïste, égocentrique et malveillante? Alors, Cicéron a en permanence, et en dépit de toutes les caricatures, le sentiment permanent de la possibilité de l'erreur. Ce qui est rassurant, en fait, ce qui est une philosophie rassurante, d'une certaine manière. Rassurante et qui interdit quand même de s'endormir. Il faut avoir l'esprit en permanence en éveil. Donc, je peux me tromper. Je suis un opinator, c'est-à-dire un homme qui formule des opinions. Je cherche, je progresse, je ne suis jamais sûr de rien, si ce n'est du fait que la vie doit être effectivement construite sur une éthique qui reste à définir. Voilà, mais une éthique qui est presque minimaliste, puisque finalement il faudrait s'en tenir à un certain nombre de règles extrêmement petites, solides, denses, pour éviter justement d'avoir trop de règles a priori qui définiraient des situations avant qu'on les vive. Oui, les 10 commandements ne sont pas pensables dans la pensée grecque ni dans la pensée romaine, ça c'est sûr. Cicéron est pris entre deux perfections. La perfection des anciens, des grands anciens, du mos maiorum, et la perfection proclamée par les stoïciens, celle du sage, parfait, mais qui n'advient qu'au bout de plusieurs siècles. Méritent l'amitié ceux qui ont en leur propre personne une raison d'inspirer de l'affection. Espèce rare. Et bien sûr, tout ce qui est remarquable est rare, et il n'est rien de plus difficile que de trouver l'objet qui représente la perfection absolue dans son espèce. Mais la plupart des gens n'attribuent de valeur parmi les biens qu'à ce qui est profitable, et n'accordent à leurs amis, comme à leurs bêtes, leur plus vive affection que s'ils espèrent tirer d'eux les profits les plus grands. Ils se privent ainsi de l'amitié la plus belle et la plus conforme à la nature, celle qu'on recherche pour elle-même et à cause d'elle-même. Ils sont incapables de trouver en leur propre personne le critère d'après lequel il faut déterminer l'essence et importance de l'amitié. Car chacun aime sa propre personne, non pour tirer de lui-même la récompense de l'affection qu'il se porte, mais parce que sa propre personne lui est chère par elle-même. Si l'on ne transpose pas cette attitude dans l'amitié, jamais on ne trouvera un ami véritable, car il est comme un autre soi-même. La plupart des gens ont le tort, pour ne pas dire l'impudence, de vouloir un ami tel qu'ils ne peuvent être eux-mêmes, et de s'attendre à ce que les services qu'ils ne rendent pas à leurs amis leur viennent d'eux. Or, il convient d'abord d'être soi-même un homme de bien, puis de chercher quelqu'un de semblable à soi. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie.
Dans cet extrait de l'Amitié, un autre texte de Cicéron interprété par Bernard Gabet, on entend Carlos Lévy, on retrouve d'une certaine manière cette éthique de la volonté, de l'immanence, et qui accorde une grande place à autrui. L'amitié, finalement, est-ce que c'est le modèle de la morale que propose Cicéron ? Alors, je dirais que l'amitié, c'est le modèle du passage. En latin, le mot amicus, amicitia, sont des mots extrêmement fréquents dans le vocabulaire politique. C'est un terme tellement utilisé qu'il finit par être galvaudé. Et donc, Cicéron a vécu dans un monde politique où tout le monde était ami, au moins verbalement. Je dirais que ami finissait par devenir proche de quelque chose de notre terme collègue, n'est-ce pas ? Donc ça signifiait très peu et ce très peu était variable. Dans le même temps, Cicéron, qui a lu Platon, qui a lu le Lysis, eh bien, a une autre idée de l'amitié. Une idée de l'amitié dégagée de l'intérêt, dégagée des contingences, et en même temps qui n'est pas une amitié idéale, puisque l'exemple des grands anciens, de Scipion et de Laelius, montre que cette amitié est possible. Et Montaigne reprendra beaucoup de ces aspects dans son amitié avec la Boétie. Donc, comment passer de ce terme galvaudé et, pour tout dire, inintéressant hors d'un contexte politique, à quelque chose qui soit une valeur éthique incontestable, exceptionnelle. Et donc là, Cicéron donne la réponse dans ce texte. Je dirais qu'il donne une double réponse, puisque le traité de l'amitié s'appelle le Laelius. Donc le Laelius, on regarde vers le passé. L'amitié a existé dans le passé, et il s'agit de passer de l'historique au philosophique, c'est-à-dire de l'expérience et de l'exemple au concept. Et là, le texte est très intéressant parce qu'il montre comment Cicéron, en s'inspirant du Lysis platonicien, reprend un certain nombre de concepts stoïciens sur l'attirance naturelle, sur l'oikeiosis sociale, etc. Et ça donne une idée de la richesse de cette pensée. Mais entre l'amitié qui n'emporte que le nom, mais qui est en fait une sorte d'agrégat d'intérêts privés ou d'intérêts bien compris, pourrait-on dire, qui se retrouvent comme des collègues qui vont travailler au même endroit, et l'amitié désintéressée, qui est véritablement décrite dans le texte qu'on a entendu, il y a aussi quand même cette amitié qui tient aussi peut-être de la nostalgie pour Cicéron, qui est la philia, ce qu'on appelle l'amitié politique, et qui est à la fois une convergence d'intérêts, mais aussi une amitié désintéressée. Oui, et celle-là a existé dans le passé. C'est la fameuse amitié de Scipion et de Laelius. Mais de qui Cicéron pourrait-il être l'ami à son époque dans ce sens-là? De César, certainement pas. D'Atticus, oui, probablement. Et pourquoi pourrait-il être ami avec Atticus ? Eh bien, parce que dans plusieurs endroits de la correspondance, il définit Atticus comme un autre moi-même, c'est-à-dire très exactement le but recherché dans le texte que vous avez lu. Simplement, Atticus est un épicurien. Ce n'est pas un homme politique. Donc, il y a une amitié, mais une amitié
qui n'associe pas étroitement l'aspect politique à l'aspect individuel. Mais ça, c'est une difficulté parce que à certains autres endroits du texte sur l'amitié, Cicéron nous dit aussi que ce serait une erreur de rechercher à tout prix en l'autre un décalque de soi, en fait. Donc, cet autre soi-même, est-ce que finalement, ça peut être un soi-même comme un autre, avec des différences? Par exemple, accepter que l'autre soit épicurien, accepter que l'autre n'aime pas telle ou telle chose, ou les glaces, par exemple, pour reprendre mon exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que l'amitié, est-ce que c'est une amitié au sens justement compréhensive et plus de convenance? Ce terme revient beaucoup, c'est-à-dire en fait qu'il va pouvoir me convenir, mais qui n'est pas forcément identifiable à moi. Alors, c'est aussi une amitié qui réactualise, qui enrichit certains aspects de moi-même. Cicéron est surtout connu pour ses polémiques anti-épicuriennes. On oublie que son premier maître de philosophie fut un épicurien et qu'il a eu pendant toute sa vie une attitude finalement assez complexe à l'égard des épicuriens, faite de répulsion, d'amusement, de sympathie. Et donc, le fait d'avoir un ami épicurien parle à cette partie de lui-même qui est, je ne dirais pas imprégnée d'épicurisme, mais qui a quand même quelques nuances épicuriennes. Je vous conjure, par notre amitié, de ne pas suivre Pompée, maintenant que ses affaires ont pris un si mauvais train, puisque vous n'avez pas cru devoir le faire lors même qu'il prospérait. Les choses ayant si bien tourné pour moi et si mal pour lui, vous agiriez également contre les devoirs de l'amitié et contre vos propres intérêts si vous ne cédiez pas à la fortune. Après tout, que peut faire de mieux un bon citoyen, ennemi des dissensions, que de garder une exacte neutralité? Vous qui connaissez mon caractère et mes sentiments à votre égard, vous pouvez prendre ce parti sans risque et sans ternir votre honneur. On vient d'entendre ici, pour finir, une lettre de César à Cicéron. C'est une lecture qui a été enregistrée à la RTF le 16 juillet 1959. Et on entend ici César invoquer l'amitié auprès de Cicéron pour lui demander de se rallier à son camp. Est-ce qu'on peut envisager cette idée en fait de l'amitié intéressée à ce point-là? Je pense que pour Cicéron, il s'agissait d'une amitié fausse, d'une amitié opportuniste. Néanmoins, est-ce que Cicéron a pu aussi définir une amitié qui soit de circonstance, tout comme sa morale, Carlos Lévy? Alors, ils ont la même langue, mais pas du tout le même langage. C'est-à-dire que lorsque César parle d'amitié, alors a-t-il été épicurien ou non? En tout cas, il connaissait bien l'épicurisme, il a été imprégné d'épicurisme, et l'amitié épicurienne est une amitié qui, dans l'ensemble, est fondée sur l'intérêt. Autrement dit, il n'y a pas de contradiction entre l'intérêt et l'amitié, et cela va tout à fait à l'encontre de la pensée de Cicéron, qui, lui, estime que fonder l'amitié sur l'intérêt, c'est une erreur. Et est-ce que Cicéron le déplore, Carlos Lévy? Est-ce qu'en fait, cet effondrement du monde ne lui fait pas seulement peur pour l'avenir de Rome, mais aussi, en fait, en termes moraux? Est-ce qu'il est pessimiste? Est-ce qu'il a peur? Est-ce que, en fait, le fait de parler de l'amitié comme d'une valeur perdue et maintenant d'avoir une amitié sans cesse opportuniste, est-ce que ça le dévaste ou au contraire, est-ce qu'en produisant quand même, en construisant un savoir proprement romain avec une éthique, il espérait changer les choses? Alors, l'un des défauts qui ne sont pas toujours souligné de Cicéron, c'est d'avoir été un homme d'espoir, ce qui est, disons, souvent dangereux. Mais surtout à l'époque à laquelle il écrivait. Oui, absolument. Donc, dès que César est mort, il commence à hurler de joie en disant « ça y est, le tyran a disparu ». Non, il ne pensait pas que
tout redeviendrait comme avant, mais qu'un ordre à la fois politique et moral pourrait être rebâti. Évidemment, il s'est trompé, il l'a dit lui-même. Le tyran est mort, mais pas la tyrannie. Parce qu'il y a eu Marc-Antoine après. Parce qu'il y a eu Marc-Antoine et parce que, et ça c'était peut-être plus difficile à admettre pour lui, la République romaine est morte de ses propres tares. Elle est morte. Quels étaient les tares de la République romaine? Est-ce que c'est justement d'avoir manqué de morale? De morale politique, certainement. Une res publica qui a fait des choses grandiose, mais qui a été très vite à l'étroit dans ses propres cadres par rigidification de la tradition, par existence de clans, par refus de prendre en compte le populus, si cher à Cicéron, et donc une pression qui n'a cessé de monter, qui a été dénoncée par les plus lucides des Romains, notamment les Gracques, qui ont compris que ça ne pouvait pas durer comme ça, mais la nobilitas, les equites, en tout cas la noblesse, les chevaliers, en tout cas pour certains d'entre eux, avaient trop intérêt à ce que cela continue comme ça, et il y a eu une espèce d'implosion. J'aimerais encore dire, on a encore 2 minutes, Carlos Lévy, juste pour évoquer quand même la mort de César. Vous en avez un petit peu parlé. Il faut quand même dire que la mort de César, on la doit quand même à Cicéron. C'est-à-dire que il est quand même intervenu. Alors, on la doit, c'est peut-être excessif. On la doit à Brutus, au fils de César, absolument. mais Brutus influencé quand même par Cicéron, parce que si on ouvre la semaine sur Cicéron, qui effectivement construit une morale, il faut quand même revenir sur le fait que dans sa vie, il a accompli des actes sûrement justifiés. D'ailleurs, c'est un bon cas de morale. Est-ce qu'on doit tuer ou pas, ou influencer quelqu'un pour qu'il tue quelqu'un dont on juge qu'il est immoral? Et ça s'est posé comme cas de conscience pour Cicéron. Oui, Cicéron agaçait un peu Brutus parce qu'il se prenait pour le père de Brutus. Et ce sont des situations généralement gênantes. Cicéron a influencé Brutus, c'est évident. A-t-il été le coupable de cette mort? Je ne le crois pas. Il a eu une responsabilité, mais Cicéron pense aussi en fonction des catégories platoniciennes et aristotéliciennes qui veulent qu'une fois le tyran tué, le régime aristocratique surviendra ou reviendra. Et ça n'a pas fonctionné comme ça. Et de la même manière, il faut aussi dire quand même que Cicéron meurt lui aussi assassiné. C'est dire quand même l'ambiance de cette fin de République, de cette fin de gloire romaine. Oui, et là c'est peut-être le plus grand échec de Cicéron qui a toujours été quelque part convaincu que la parole l'emporterait sur la violence. Et là ? Et on ne l'a pas dit, mais c'est aussi un immense communicateur. Et là, sa mort signe la victoire de la violence et c'est probablement l'un de ses plus grands échecs, c'est d'avoir cru à cette toute-puissance de la parole. Merci beaucoup Carlos Lévy, merci d'avoir ouvert cette semaine sur Cicéron. De vous, on peut lire l'hellénisme romanisé Cicéron dans le savoir grec, c'est aux éditions Flammarion. Et puis de Cicéron, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez lire L'amitié et les devoirs qui sont tous les deux disponibles aux éditions des Belles Lettres. Merci beaucoup.